Combien de fois méditez-vous par jour? Ça dépend des jours. Ça dépend du contexte. Méditez-vous. C'est quoi méditer? Eh oui, bien sûr, Mme Franco pose toujours les bonnes questions, mais c'est pas grave, on va pas vous répondre tout de suite. C'est un chaîne, c'est une réflexion intérieure, une méditation. Zéro. Passé. Dépend des moments. Même la nuit, la tête, elle travaille. Ouais. C'est vrai. Alors, combien de fois méditez-vous par jour? Hein? C'est proche de zéro. Pas suffisamment. Bon, maintenant, alors, juste avant de continuer, on va poser une question alternative. Donc, on a eu combien? On a eu quoi comme réponse? Combien de fois méditation? Méditer, combien de fois par jour? On a dit combien? Zéro? Une fois avant de dormir. Oui. On médite une fois avant de dormir. Le soir, avec la prière de la nuit. Quand je fais ma prière, oui, ça. Donc, une fois. Une fois, oui. Deux fois le matin aussi. Avant de faire dodo. De dormir. Rien de mieux? Autre chose, autre idée ou pas? Moi, je fais le matin et le soir. Matin et soir. À hauteur de 6 jours par semaine. Alors, tout le temps. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Exactement. Tout le temps vous méditez d'après vous. Alors, tout dépend de ce que vous appelez méditer. Oui, mais c'est quoi vous appelez méditer? C'est large. Bah, je sais pas, c'est un mot en français. Oui, non, mais. C'est dans le lâcher prise. Il y a méditer dans le lâcher prise, il y a méditer penser très fort à des choses, il y a méditer C'est ça, alors sur une réflexion de soi-même. C'est une introspection à par rapport à l'infini, alors, c'est soi-même. C'est quoi la méditation? Non, c'est pas la même chose. Mais non, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que lâcher prise c'est méditer? Moi, je crois que C'est se détendre. Oui, plutôt. non, méditer, c'est Et lâcher prise, c'est vous lâcher prise. Oui, mais c'est détendre. Donc c'est se détendre. Se détendre, se calmer, se reposer. Ah, c'est sous cet angle-là que vous le voyez? Non, je vois souvent. Pour l'instant, j'utilise un terme en hébreu. méditer, c'est pas une introspection. C'est pas une. Bah, en vérité, en général, on dit que c'est lié avec l'introspection. C'est une conscience de soi-même. C'est ça, ouais. Et une relation. Je sais même pas c'est quoi l'étymologie du mot méditer. Méditer. Penser. Réfléchir. Songer. Je sais pas. Songer. Méditer, c'est songer. Bon. Ou alors Ah, c'est songer, une voilà. Non, j'ai pas dit que je suis d'accord avec Wikipédia. Ok. Après, bon, alors on a dit tout le temps. Bon, ok. Deuxième question. D'après vous, à combien c'est important de méditer? Donc, excusez-moi. Donc, vous dites 100%, et pourtant on le fait 0 fois. Parce qu'on ne prend pas le temps, justement. Non, mais elle a dit tout le temps. Ouais, tout le temps. Hein? Il y en a qui ont dit tout le temps. Ah, maintenant, ceux qui disent que c'est à 100% important. Pourquoi c'est à 100% important? L'étymologie du mot méditor. Midotorus. C'est réfléchir sur quelque chose. Voilà. Voilà, c'est la réflexion. Ça peut être sur n'importe quoi. Donc, si c'est important à 100%, ça serait dommage de faire quelque chose qui est aussi important et le faire aussi peu de temps, peu de fois. Selon les avis, que c'est une fois avant de dormir, 2 fois, ou... ok? Et d'après vous, pourquoi c'est important? Parce que ça, D'accord. Et d'après vous, pourquoi c'est important? parce que ça donne du recul par rapport à ce qu'on vit. Toujours, quand on réfléchit, on prend du recul. Parce que vous dites tout bien. Recul. Faire le point aussi. Oui, c'est ça. Bon, recul, faire le point.
Vous dites tout bien, mais pas ce que je veux entendre. Pour la paix de l'esprit, peut-être, non? Vous répétez ce que vous avez dit au début. C'est pour se détendre. Donc, c'est-à-dire que vous associez la méditation à le lâcher prise, à la tranquillité. Les gens qu'on voit méditer, ils sont zen. Parce que vous avez associé. Parce que en Occident, Ouais. parce qu'en Occident, le terme méditer est lié totalement avec les yogistes. Voilà, Ça, c'est ça. exactement. C'est ça, je sais pas. Exactement. Ça, L'association. Alors, le terme utilisé en Occident de méditer, c'est le yoga, c'est la méditation du yoga. Est-ce que on sait exactement c'est quoi la méditation du yoga? Alors ça dépend, parce qu'il y a la méditation art martial, méditation yoga. En général, la méditation yoga, c'est la méditation du lâcher prise. Du lâcher prise, de la détente, de se recentrer sur soi-même. Ça, c'est la méditation du yoga en général. Donc on se détend, on respire. Là, ils font avec la sophrologie, on respire, on reboot à zéro, on remet à zéro notre esprit, notre harmonie, l'esprit, le corps et tout ça. Ok, ça c'est ce qui est dit d'habitude. Donc même si pour l'instant je vais dans votre sens, donc si vous me dites que c'est important à 100%, comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Mais on le fait parce que c'est un mécanisme. Si on a mis le mécanisme, mais j'en suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas encore mis le mécanisme. Mais elles ont le mécanisme, sauf qu'elles ne se rendent pas compte. Puisque la réflexion, la méditation, méditer, c'est aussi réfléchir. Ah, donc- c'est aussi la réflexion. Donc là, On fait ça tout le temps. donc en fin de compte, on peut maintenant, d'après tout ce que vous dites, on peut mettre dans ce carré-là qu'en vérité, ici, on a une marloquette entre la rive droite et la rive gauche. Rive droite, c'est recentrer, lâcher prise. Lâcher prise. Rive gauche, c'est quoi? Réfléchir. Et moi, je suis au milieu, on fait quoi? Réfléchir. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes d'accord avec le 100%? Puisque je suis Donc- dans ce contexte-là. Donc vous êtes d'accord avec le 100%. Donc si on est d'accord que c'est à 100%, ceux qui disent que c'est recentrer lâcher prise, on est d'accord que c'est important à 100%. Si on dit que c'est réfléchir, qu'on c'est à 100%, comment ça se fait qu'on le fait dans le pire des cas si peu ou de manière si peu? Alors ceux qui le font tout le temps, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on attend tout le temps de faire le lâcher prise? Est-ce qu'on attend tout le temps de réfléchir? Mais en tout cas, alors si c'est si important que ça, pourquoi on ne le fait pas? Mais quand je dis qu'on le fait tout le temps, je ne dis pas qu'on le fait tout le temps de façon réfléchie. Je dis que c'est un mécanisme. Instinctivement. C'est quelque chose Instinctivement. Alors vous allez voir que vous avez pas tort du tout, mais après on va essayer d'approfondir l'histoire. Donc si maintenant c'est aussi important que ça, comment ça se fait que on n'a pas, on le fait de manière si aléatoire? C'est comme si maintenant quelque chose est important 2000% et je le fais très rarement. C'est honteux. Et quelque chose d'important, le Rav Chantal, c'est la deuxième fois hier, parce que j'en ai parlé de lui hier soir. Rav Chantal de hier, il disait aux filles là, du séminaire, ne dites pas je n'ai pas le temps, dis ce n'est pas tes priorités. Ce n'est pas ta priorité. Parce qu'en réalité, quand c'est quelque chose de prioritaire, on a toujours le temps. Ok? Donc en fin de compte, comment ça se fait que si c'est important de réfléchir et de méditer et de recul, de faire le point, et tout ça, c'est si important que ça, et ben comment ça se fait qu'on le fait si peu de fois? Et en plus de cela, vous ne m'avez pas dit la réponse essentielle. Pourquoi c'est si important que ça? Ça permet de prendre des décisions aussi dans sa vie, de réfléchir et D'avancer, d'avancer. Enfin, d'avancer, alors de se vous retrouver. n'avez pas dit a priori ce que je veux entendre. Pourquoi? Ben, c'est simple. Toute la qualité d'un être humain, c'est son cerveau. si elle ne réfléchit pas sur ce qu'il va faire. La différence entre un animal et un être humain, c'est son cerveau. Donc cela veut dire que dès lors qu'un être humain n'utilise pas son cerveau, non, oui, il se compare de facto à le mode de vie d'un animal. De facto. C'est-à-dire que si maintenant, moi je pensais que quand vous allez me dire pourquoi c'est important à 100%, je crois que vous allez sauter sur la table et me dire, mais c'est quoi 100%? Le cerveau, c'est la particularité de l'être humain. Bah, s'il l'utilise pas, alors c'est un animal. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou vous le subissez. Ouais, je trouve aussi.
Il y a une différence entre un exemple. Est-ce que l'animal, il utilise son cerveau ou il le subit? Non, il le subit. Il est plus dans la instinctif. submission. Maintenant, il utilise. Mais non, mais pour manger ou Non, mais il pour vivre, l'utilise mais aussi, pas bien pour... sûr. Il va à Bien sûr l'essentiel. qu'il l'utilise aussi Il va pour à manger, l'essentiel. pour l'exécuter priorités, c'est lui-même. manger. Très bien. Alors, on va faire un petit aparté. Le terme subir, c'est quoi le terme subir? Bah, c'est qu'il n'a pas de libre arbitre. On n'a pas le choix. Pas mal. Donc, C'est- voilà, c'est- donc, plus précisément, ce terme subir, c'est que quelqu'un m'ordonne. Oui. Je ne fais pas de moi-même. Oui. C'est quelqu'un qui m'ordonne. Oui. Chez l'animal, c'est sûr qu'il subit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est son instinct qui ordonne. C'est son ventre qui ordonne. Oui. Son ventre dit j'ai faim, donc il court. Oui, C'est Donc- pas quelqu'un d'extérieur à lui. Mais peu importe. qui est soumis. Non, mais peu importe. C'est-à-dire que lui, il n'a pas la capacité de dire je vais aller au supermarché, faire mon repas ou changer de régime alimentaire. Oui, subir, c'est quelqu'un qui fait pour nous, à notre place. Ben, moi, je pense Non, que c'est subir, quelqu'un non, d'extérieur. le terme subir, alors je ne connais pas l'étymologie du terme subir, mais le terme subir, c'est quasiment sûr que c'est lorsque maintenant quelqu'un d'autre, je fais la chose non pas parce que je l'ai décidé, je le fais parce que j'ai pas le choix. D'aller chercher sa parnassa, c'est quoi? Et vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils vont leur parnassa, ils vont toujours comme ça. Ah, là, voilà. Pourquoi? Ils subissent leur parnassa. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas faire ce qu'ils font, ils n'aiment pas, ou ils sont mal payés, ou ils font un truc qu'ils ne veulent pas, et tout, etc. Donc en fin de compte, ils vont comme ça tout le temps. Pourquoi? Ils subissent leur vie. Pourquoi ils subissent leur vie? Il y a plein de milliards de paramètres de pourquoi on subit sa vie, mais parce que je me suis pas organisé dans mes études, on va dire. Donc en fin de compte, j'ai pas choisi. J'ai fait la fête tous les jours à l'université. Donc en fin de compte, j'ai pas choisi mon truc. Ou bien j'ai choisi un créneau qui paye mal, etc., etc. Ou n'importe quoi. Maintenant, quelqu'un, il peut ne pas gagner bien sa vie, mais il adore le métier qu'il fait. Donc il subit pas ça par ça. Il va subir l'argent qu'il va gagner. Donc après, alors là encore, ça va être différent. Si maintenant il habite dans un endroit qui coûte très très cher et il n'a pas les moyens de payer, donc bien sûr il va subir. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut habiter dans un endroit qui est pas cher. Donc en fin de compte, il vit très bien. Il a choisi le mode de vie. Donc il subit rien. Et donc il est heureux. Quand il voit les gens, il a le sourire et tout ça. Parce qu'il est heureux, parce qu'il subit rien. Mais il y en a d'autres qui peuvent gagner très très bien leur vie, mais ils subissent. Pourquoi? Imagine maintenant quelqu'un, c'est un intermédiaire dans son business. Donc en fin de compte, il dépend totalement de à droite, à gauche, il dépend tout le temps. Donc même s'il gagne sa vie, donc en fin de compte, toute sa vie, il subit. Pourquoi? Parce qu'il c'est pas lui qui prend les décisions. Donc en vérité, subir, ça vient, c'est le terme qu'on utilise lorsque maintenant je ne prends pas les décisions. Est-ce qu'un animal peut dire à un seul instant de sa vie, je prends les décisions? Ben non, C'est l'instinct. C'est l'instinct qui prend les décisions. Forcément. C'est l'instinct qui prend les décisions, c'est son ventre qui prend ses décisions. Quand ça arrive le moment de manger, il mange. Quand ça arrive le moment de s'accoupler, il s'accouple. Lorsque maintenant il subit absolument tout ce que Akadosh Baruch Hu aurait décidé pour lui. Donc en fin de compte, il ne fait rien parce qu'il a envie, il fait uniquement parce que il y a quelque chose dans son ventre qui l'oblige à faire ce qu'il fait. On est d'accord ou pas? Exactement. Donc, en fin de compte, et lorsque maintenant on peut réfléchir, on peut atteindre que même la réflexion que je fais, c'est je subis la réflexion. Pourquoi je subis la réflexion? T'as un soldat à l'armée. Lorsque maintenant il reçoit des ordres, maintenant il sait que c'est pas bien, il sait qu'il faut pas faire, mais il va subir l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas moi qui prends l'ordre, c'est quelqu'un d'autre qui prend l'ordre. Alors après, il y a des ordres très graves comme ça. Ils ont dit que depuis Nuremberg, il n'y a plus de possibilité pour un soldat de dire non, j'ai reçu des ordres. Tu dois être conscient de l'ordre que tu dois faire. Tu dois avoir aussi un certain recul. Ok? Mais si maintenant je fais que réfléchir, mais parce que je subis. Donc, je réfléchis comment me sortir du trou, comment me truc. Est-ce que ça s'appelle vraiment réfléchir? Et dernier point pour l'aparté, je vous rappelle un point qui s'appelle le mot réfléchir. Réfléchir, on l'associe tout le temps à la capacité de réflexion, mais quand est-ce qu'on utilise le terme réfléchir? Quand on est face à une Bravo! Face à une décision. Ah bravo! Alors je pensais que vous allez dire autre chose. Mais c'est quoi, où est-ce qu'on utilise le terme réfléchir en dehors de la compréhension? Quand on va prendre une décision. Oui. Non, en dehors de l'intellect. De l'interaction. En dehors de l'intellect, en dehors du monde de la pensée. Quand est-ce qu'on utilise le terme réfléchir? De l'action. Comme une image, ça réfléchit. Quand vous êtes en face d'un miroir. Oui, on peut dire ça. Oui. Donc le terme naturel qu'on a utilisé pour la réflexion en hébreu, on dit marshava, l'archov. En français, on dit réfléchir. Okay? Le terme qu'on a utilisé, exploité pour exprimer la marshava,
c'est réfléchir. C'est quoi réfléchir? Réfléchir, j'utilise le même terme quand un miroir réfléchit une image elle est réfléchie. C'est quoi en vérité? Le vrai terme réfléchir, c'est sortir de soi-même, sortir de l'endroit, voir la chose de l'extérieur et à ce moment-là réfléchir. C'est ce que je fais ou c'est bien ou c'est pas bien. Donc à cet instant-là, il est évident que le terme subir n'est pas de mise. Pourquoi le terme subir n'est pas de mise? Parce que subir, c'est lorsque je suis dans le guidon. Mais lorsque je maintenant suis à l'extérieur du guidon, en fin de compte, je ne subis pas. Donc en vérité, réfléchir et en même temps dire je suis à l'intérieur du guidon, c'est une contradiction. Le terme réfléchir est exploitable uniquement quand je suis en dehors de la boîte. Si je suis dans la boîte, je ne suis pas en train de réfléchir, je suis en train, alors en hébreu on va utiliser le terme marchava, etc., mais là je suis surtout en train de subir et d'essayer de trouver un moyen de sortir d'une situation dans laquelle on m'a mis. En tout cas, ce n'est pas voulu. Donc ici on a fait deux parenthèses. Premièrement, on peut croire qu'on réfléchit toute la journée, mais en vérité, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on subit, est-ce qu'on pense de volontaire ou pas, ou est-ce qu'on subit? Et en plus, on a expliqué que le vrai terme réfléchir, c'est lorsque maintenant je suis à l'extérieur et je regarde quelque chose qui se passe à l'extérieur de moi. Mais si maintenant je ne vois pas quelque chose qui se passe à l'extérieur, non. Donc en fin de compte, je ne m'appelle pas réfléchir, je suis en train de... En tout cas, ça ne s'appelle pas le vrai terme réfléchir qui voudrait dire que je suis à l'extérieur. Ok? Donc, on a posé la première question, maintenant qu'on a fait quelques petites choses. Donc, on a posé la première question. Donc, si maintenant, c'est tellement important de méditer, et pourquoi c'est important de méditer? Pourquoi? Parce que ça, c'est le principe d'un être humain. C'est le principe d'un être humain. Comme tout être existant, il a besoin de vivre. De la même manière, un être humain, il a besoin de faire le pourquoi il est. Donc, réfléchir. Donc, si c'est tellement important à 100%, comment ça se fait qu'on le fait si peu? C'est comme si maintenant on va dire respirer, c'est tellement important. Et je me mets, excusez-moi, mais c'était pas pour la blague, et je me mets des masques pour Davka ne pas respirer. Ok? Une fois, on faisait du sport, il y avait deux jeunes qui s'entraînaient, ils étaient a priori dans des clubs, qui s'entraînaient, à l'époque, ils mettaient un masque qui diminuait la rentrée d'air. Justement pour travailler leur endurance, parce qu'ils étaient jeunes, donc en fin de compte, donc travailler dans un état où ils avaient moins de choses, ils étaient dans des clubs américains de basket, et donc travailler. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme si maintenant quelque chose est vital et je le fais si peu. Donc en fin de compte, réfléchir, méditer, c'est vital, en tout cas c'est important, puisque c'est notre raison d'être, et on le fait si peu. Donc déjà c'est pas normal. Ok? Mais, amis, et les dames ici, pour avoir les petits-enfants. Les petits-enfants, une bonne santé, tout ce qui est désir. Amen. Amen. C'est comme le jackpot. Dès que vous commencez, ça... Amen. Amen. L'année prochaine. Les enfants ils vont réussir. Tous les enfants. Amen. Gardez comme argent, Hachem va vous le rendre. Amen. Amen. Claire, mesdames? Alors maintenant, je vais vous dire en vérité la vraie réponse. De combien de fois on médite par jour? Vous êtes prêtes? N'ayez pas peur. Faites attention. On médite. On va dire, allez, pour exagérer bien, toute la journée. Ouais, c'est ça. Attendez, vous croyez que vous êtes venu pour juste écouter, juste écouter ça? Mais combien de fois on en prend conscience? 2 secondes. C'est là où ça va faire mal. Vous méditez, nous méditons absolument toute la journée. Sauf que ce n'est pas voulu. Ça, c'est un. Ce n'est pas voulu. Qui médite pour nous? Tout ce que vous voyez dans votre vie, tout ce que vous entendez aux informations, toutes les notifications qu'il y a sur le téléphone, tout ce que vous pouvez observer en dehors de votre réflexion personnelle à vous, à travers lire un livre et faire de la recherche, tout ce que vous consommez comme recommandation, c'est les autres. Alors surtout quand c'est des sociétés multinationales,
c'est les autres qui ont médité pour vous. Et dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi j'appelle ça méditer. C'est les autres qui ont médité pour vous. On se fait manipuler en fait. Ben oui. C'est les autres qui méditent pour vous. Dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi j'appelle ça méditer. Mais sachez qu'on médite. J'ai parlé une fois avec un médecin, il n'y a pas longtemps avec un médecin, et il me dit, mais l'OMS recommande. Je lui dis, mais vous êtes médecin, et la seule chose que vous savez me dire, c'est les recommandations. Donc en fin de compte, vous n'avez pas étudié les rapports. Non, c'est les recommandations. Donc en fin de compte, elle est manipulée, et elle veut me manipuler. Mais sortez-moi les rapports, dites-moi ce que vous avez étudié. Moi, j'ai une question par rapport à ça, mais est-ce que c'est forcément néfaste de se faire manipuler? On y est. Ça nous emmène vers une voie. Alors d'abord, et ici pour l'instant, je ne vais pas parler de néfaste. Pour l'instant, je fais les faits. Pour l'instant, j'établis les faits. Pour l'instant, je ne vais pas parler de néfaste, j'établis les faits. C'est quoi les faits? C'est pour l'instant la réalité des choses. La réalité des choses, c'est ça. C'est ça. La réalité technique des choses, c'est ça. Des fois, vous oubliez que vous respirez, mais vous respirez. Des fois, vous oubliez que vous avez mangé bien, vous êtes bien, et 3 heures plus tard, mais ça fait longtemps que j'ai faim. Bah, tu croyais quoi? Que le ventre ne faisait rien entre-temps, là? Ok, donc il fait quelque chose entre-temps. Donc, pour l'instant, c'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits. Ok? Donc, la réalité des faits, c'est qu'on médite toute la journée. Sauf que c'est pas voulu. Quelqu'un le fait pour moi. Le fait pour nous. Encore une fois, dans quelques instants, je vous explique pourquoi j'appelle ça méditer, etc. Et pour commencer, je le fais pour nous, ben c'est simple. En gros, toutes les recommandations que tu écoutes au doigt et à l'œil, sans avoir vérifié, étudié, approfondi, vérifié, etc. Donc c'est quelqu'un qui t'a mis la recommandation dans ta tête. Si c'est l'autre qui t'a mis la recommandation dans ta tête, eh ben, en fin de compte, il a médité pour toi. Je vous donne encore un autre exemple. Je sais pas moi, on va dire, là, je suis tellement en crise que n'importe quelle chose que je vais vous sortir, ça va vous énerver là en ce moment. Mais je sais quelque chose. Allez, un truc pas méchant, on va dire, un truc pas méchant. C'est la caméra, je vais éteindre. C'est gentil. C'est gentil d'éteindre pendant qu'on fait le cours. C'est gentil. Alors, donc, je vous donne un exemple tout simple. Est-ce que le lait, c'est bon pour la santé ou pas? Ça dépend de quel âge. Voilà, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en pleine crise. Je vois que tout ce qu'on nous dit, c'est faux. Donc, qu'est-ce que je fais en pleine crise? Ça dépend de Le lait, l'âge. ça a toujours été dépend de l'âge. Non, animal. C'est bon pour les enfants, c'est pas bon pour les adultes. Alors, en vérité, même ça, on va dire c'est faux, mais c'est pas grave. On va partir de ce principe. D'ailleurs, parce que même pour les enfants, c'est mauvais. Alors maintenant, on va partir de ce principe-là. Que le lait de sa mère. Alors maintenant, deux secondes. Mesdames, où est-ce que vous voyez ça? C'est simple. C'est simple. On avait déjà fait ce point-là, on l'avait déjà expliqué une fois. Les seuls endroits où ils ne subissent pas de lobby, c'est dans la nature. Mesdames, Sarah, les seuls endroits où on ne subit pas, il n'y a pas de lobby dans l'agroalimentaire, c'est dans la nature. Donc dans la nature, personne n'influence personne. Très bien. Vous avez déjà vu un adulte boire du lait? Bien sûr. Vous avez déjà vu un adulte dans la nature, dans le monde animal, boire du lait? L'animal. Un animal adulte boire du lait? Non. Et s'il veut se faire un kiff? Dès qu'ils sont souffrés par les femelles, Donc eux, ils n'ont pas subi de lobby, les animaux. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu un animal adulte boire du lait? Absolument non. Pourquoi? Un lait n'est fait que pour quelqu'un qui est en croissance. Dès que je ne suis pas en croissance, j'ai aucune raison sur Terre, dans toute l'humanité, de prendre du lait. Sarah? Oui. Donc, ok, vous allez bien?
Donc, dès lors que je ne suis pas en croissance, mon corps n'est pas en croissance, il n'y a aucune raison normale sur Terre de prendre du lait. Et pourtant, on donne du lait à nos enfants, on prend du lait, on prend de la pizza, on prend des trucs, on prend des choses. Comment on est arrivé à cette folie? Un instant. Comment on est arrivé à cette folie? Ben c'est simple, il y a des lobbies de lait qui ont besoin de gagner leur vie, Mishkin. Donc qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de vous inventer. Vous inventez, dans les laits, il y a des protéines, dans les laits, il y a des choses, dans les laits, il y a des trucs, dans les laits, et c'est bon le lait pour la santé, pour les os, c'est bon pour les os. Tout plein d'études faussées et fausses, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez consommé une recommandation, et après dans quelques instants, je vais vous expliquer la technique. Vous avez consommé une recommandation. Et cette recommandation, elle a été installée dans votre système d'exploitation, mais ce n'est pas voulu. C'est vous regardez, vous levez les yeux, vous voyez une affiche, un super sportif qui prend du lait comme ça. Donc vous dites, lui il est sportif, moi lui il boit du lait, donc cela veut dire que moi si je bois du lait, je vais devenir sportif. C'est l'incitation. Etc. Ou alors, la plus grande, j'aurais dû commencer par ça parce que c'était la plus grande escroquerie que Baruch Hashem les gens, c'est quoi? La cigarette. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les premières années? Ils faisaient la cigarette. Les Marlboro, c'est quoi? C'est un cowboy. Un cowboy qui est avec son lasso, qui vient, et qu'est-ce qui se passe? Et il fume une cigarette. Donc qu'est-ce que tu as fait toi? L'homme, en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Le cowboy, c'est viril, il a des pistolets, il est sur un cheval. Moi, je ne sais pas faire du cheval. Lui, il sait faire du cheval. Et il a une cigarette. Donc, c'est-à-dire que lui, il est fort parce qu'il a une cigarette, il est sur un cheval. Donc, moi aussi, je vais prendre une cigarette parce que comme ça, je vais être fort. Alors que moi, je n'ai pas de cheval. Oui, mais c'est la même chose pour tout, pour le C'est Coca-Cola. tout. Mais commencez à faire vos études et vous allez commencer à devenir fou. Ça, évidemment. Alors, vous allez commencer à devenir fou. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, réponse. On médite absolument toute la journée, quasi 24-24. Quasi 24-24. Sauf que cette méditation n'est pas voulue, c'est d'autres qui le font pour nous. Alors maintenant, pourquoi j'appelle ça méditer? Alors, avec votre permission, parce qu'en vérité, nous, on est des bons juifs. Et un bon juif, il doit regarder tout à travers le terme de la Torah. Comment on dit dans le terme de la Torah? Méditer. Non, non. Méditer, en hébreu, c'est les itbonen. Alors, en vérité, je fais souvent la blague parce qu'en fin de compte, c'est... Et quelqu'un qui ne médite pas, je lui enlève le vav et ça fait les hit banen. Comment on dit une banane en hébreu? Banane. Les hit banen. Celui qui ne médite pas, il se transforme en banane. Ok? Mais c'est à moitié vrai, mais c'est... Bon, bah, je vais prendre un peu de lait. Claire? Les hit banen. Alors maintenant, vous accrochez? Allez, vous accrochez et on y va. C'est quoi la racine? Comme c'est de l'hébreu, et je ne sais pas si vous maîtrisez, mais je vais faire directement la réponse. Les hitbonen. C'est quoi la racine du mot les hitbonen? Mesdames, normalement, les dames doivent connaître plus que les autres. C'est quoi la racine du mot les hitbonen? C'est bina. Bina. Il y a marqué que les dames ont reçu une bina supplémentaire que les hommes. Donc, c'est bina. Bina en hébreu, c'est quoi la traduction? Dieu bénisse, on va investir dans les stylos. C'est quoi le terme, la traduction du mot bina en hébreu? Alors sachez que tout ce qu'on dit là, on maîtrise totalement. C'est-à-dire, c'est même pas une recherche, c'est la réalité. Le bina, c'est quoi? Analyser. Tout cerveau, être humain, a reçu par défaut une capacité d'analyse. Ok, maintenant on va voir ça veut dire quoi analyse, mais quoi qu'il arrive, il a reçu par défaut une capacité d'analyse. Donc chaque être humain, on a étudié ça dans Tanya 10 fois, chaque être humain, il a Chochma, Bina et Da'at. Chochma, c'est la capacité de recherche, de recherche et de trouvaille. Bina, c'est la capacité d'analyser. Comme on a déjà passé pas mal de temps sur la préface, donc maintenant je vais vers la réponse. Par conséquent, le vrai terme analyser en français, tout celui qui a fait une recherche sur ce terme-là,
Analyser, il n'a qu'un seul et unique logique, il n'a qu'une seule et unique réalité. Le terme analyser, c'est découper, Disséquer. disséquer, c'est avec un i, disséquer. Oui. Et attention, 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 mettre dans des cases. Mettre dans des tiroirs. Crier. Trier, très bien. Disséquer, trier et mettre dans des tiroirs. Alors, si vous voulez l'écrire quelque part dans votre tête, dans votre téléphone, dans n'importe quoi, c'est une formule absolue. C'est-à-dire, celui qui vient, il vous dit non, c'est pas vrai, Rav Israël, il s'est trompé. Vous venez, vous me l'amenez, je le mange au petit déjeuner et après truc. Ok? Le vrai terme, non, parce que c'est important de savoir que ça, c'est comme si le blanc, c'est le blanc. Ça, c'est du blanc, ça, c'est du blanc, point à la ligne. Celui qui veut faire du complotisme sur le blanc, il peut faire, ça m'intéresse pas. Le blanc, c'est le blanc. Ça, hein? Oui, on a travaillé ça, on a travaillé. On avait travaillé. Alors, les hitbonen, en hébreu, la racine du mot, les hitbonen, et après vous allez voir pourquoi on a rajouté les hitbonen. Après vous allez voir qu'on a rajouté lamed he tav. Mais en vérité, la racine c'est bonen. Et au passage, ce qui est marrant, c'est que, comme on dit construire en hébreu, déjà j'ai oublié. Bnia. Voilà, Nina. Bnia, livnot. Ouais. Livnot en hébreu, ça veut dire construire. Binyan, c'est un immeuble. Binyan, c'est un immeuble. Binyan, c'est un immeuble. Ouais. Donc en vérité, bonen, c'est bina. Un autre terme, et donc c'est quoi bina? C'est analyser, découper, disséquer, trier et mettre dans des cases. Et en vérité, ça c'est ce qu'on appelle construire une idée. La construction d'une idée, c'est comme la construction d'un immeuble. Il y a des points, il y a des choses, il y a des cases, il y a des tirets, il y a des briques, il y a des choses. On monte, jusqu'à la fin on a un immeuble. Ok? Ce point-là est si important. Si vous ratez ça, on a raté la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui. C'est clair? Vous n'avez pas l'habitude de ces notions-là, en tout cas ici. Donc c'est clair? Il n'y a que ça. Le terme analyse, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quand vous prenez, j'ai le corona, j'ai pas le corona, vous allez faire PCR. On sait tous que c'est du mytho. On va prendre la sériologie. Ok? On va prendre la sériologie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez prendre des analyses de sang. Ils vont faire quoi? Ils vont analyser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont découper, disséquer et trier l'information qui est à l'intérieur de votre sang. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous, en vérité, nous, on voit du sang. Du sang, c'est rouge, c'est globuleux, c'est truc, c'est rouge. Mais on n'a pas les outils pour ça. Donc, on va dans un laboratoire. Eux, ils ont les outils dans lesquels, je ne connais pas leur procédé, ils vont venir et ils vont prendre au microscope, par une machine, je ne sais pas exactement c'est comment ils se débrouillent. Ils viennent et ils prennent au millimètre, du millimètre, ils voient. Épaisseur, pourquoi? Parce qu'ils mangent ça. Épaisseur, parce que dans son sang, il y a ça. Tac, 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 tac. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous trient. Ils vous donnent un papier dans lequel, dans votre sang, il y a ça. Et même le pourcentage de ça dans votre sang. Le pourcentage de ça dans votre sang. Le pourcentage de ça dans votre sang, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trié. Est-ce que vous preniez comme un global Ils l'ont découpé. qui s'appelle le sang, donc c'est un mot global. Ce que vous preniez comme global, ils vous l'ont disséqué, trié, mis dans des cases qui s'appellent, je ne connais pas tous les composants du sang, globules blancs, choses, anticorps, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Et donc ils vous ont pris ça, ils vont vous disséquer. Quand on demande à un rave une halakha pointue, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va regarder chaque élément de la question, il va aller voir. Cet élément de la question, il a été traité dans ce livre. Cet élément de la question, il a été traité dans ce livre. Cet élément-là, etc. Il n'y a que les encyclopédies qui vous ramènent tous les éléments dans la même feuille, dans la même page. Mais en tout cas, voilà. Donc, en fin de compte, la vraie analyse, c'est que ce terme-là. Deux secondes. Ok. La vraie analyse, c'est ça.
Alors, la vraie analyse, c'est ça. Vous pouvez monter, descendre, faire ce que vous voulez. Il n'y a pas, quand quelqu'un vous dit, mais tu as analysé le sujet ou pas? C'est comme ça qu'ils disent. Alors, regardez bien, une phrase toute faite qui est horrible quand vous avez un idiot et un intelligent. Mais tu as analysé? Bien sûr que j'ai analysé, c'est comme ça qu'ils disent à la télé. Venez, vous le regardez et vous lui dites, t'as raison. Vous arrêtez de parler. Parce qu'à l'intérieur de sa phrase, il a dit une ânerie. C'est laquelle l'ânerie? Oui, j'ai analysé, je répète les recommandations. On a dit qu'une recommandation, c'est pas une analyse. Une recommandation, c'est la fin du tiroir. Mais les tiroirs, tu l'as pas analysé. Tu ramènes le tiroir de l'autre chez toi. Mais imagine maintenant que le tiroir de l'autre, il est mal fait. Donc, tu n'as fait aucune analyse. Si tu dis, c'est comme ça qu'ils disent, donc tu n'as pas fait d'analyse. Si maintenant, tu ramènes 10, 20, 30 personnes qui ont dit des choses, et toi, tu as analysé, donc pour chacune, tu as fabriqué ta propre case. C'est-à-dire, comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, comme ça, comme ça. Et après, lui, tu es parti voir dans quel métier, dans quelle recherche il excelle. Et tu dis, ici, j'accepte son avis, parce que c'est son métier. Ici, j'accepte pas son avis, parce que c'est pas son métier, comme un auteur l'a dit. Il a dit, dans son domaine à lui, et la personne n'a plus lu au monde. Donc, très bien. Donc, dans son domaine à lui, je l'écoute, dans un domaine à lui. Après, bien évidemment, quelqu'un qui est supra-lu au monde, il a quand même un avis important. Mais, etc. Donc, je viens. Pour chaque millimètre, j'ai une case. Pour chaque phrase, j'ai un tiroir. Ça s'appelle analyser. C'est ce qu'on appelle une analyse se fait à partir de sources. Donc, il faut avoir les sources à chaque fois. Les sources et analyser les sources et analyser d'où ça vient. D'où ça vient, et le problème, c'est que ceux qui le font pas, eh ben, ils vont subir toute leur vie les analyses des autres. Voilà. Et c'est pour ça que pendant un moment, ils avaient dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Pourquoi ils disaient à l'époque, la connaissance, c'est le pouvoir? Alors, c'est pas exactement vrai, parce que c'est pas vraiment ça le pouvoir, mais pendant une période, ils disaient que la connaissance. Pourquoi les chrétiens, pendant des années, les églises, elles faisaient l'obscurantisme? C'était quoi l'obscurantisme? Je veux qu'on n'écoutiez que nos recommandations. Je veux pas que vous réfléchissiez. Si tu réfléchis, tu vas réfléchir, tu vas remettre en cause ce que je dis. Et moi, je veux du pouvoir sur toi, parce que toi, tu considères que celui qui a la connaissance, il est le plus fort. Donc, je veux avoir du pouvoir sur toi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cela veut dire qu'à chaque fois que vous allez appliquer une chose par une recommandation que vous n'auriez pas analysée par vous-même, eh bien, vous allez subir. Maintenant, le Rav, il vous recommande de donner à la tzaka. Je donne 10 €, même si vous subissez, vous risquez rien. Il y a des choses dans lesquelles on subit et on risque. Ok? Donc, bien évidemment, sinon, on va arrêter de vivre, on va arrêter de respirer, on va arrêter de trucs. Non, respirer, je risque. Il y a des choses qu'on fait, en tant qu'être humain, on a des choses qu'on connaît. Mais quelqu'un que toute sa vie va écouter des recommandations sans aller rechercher, donc en fin de compte, il va subir les analyses des autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien, en fin de compte, là aussi, je peux vous dire un exemple. Est-ce que, par exemple, une des choses dans lesquelles je prouve que écouter les chachamim de la Torah, c'est évident que c'est bien, mais pourtant, tu n'as pas leur niveau pour comprendre exactement ce qu'ils disaient. Comment ça se fait qu'on écoute aveuglément les rabbanim de la Torah, dans la Gemara et dans la Mishnah? Une des choses que j'explique pour prouver, c'est que, les rabbanim qu'on écoute dans la Torah, ils sont très peu par rapport à l'ensemble des rabbanim. Ça, c'est un. 2, il ne s'est pas amusé de 0 à 40 ans. De 0 à 40 ans, tout le monde l'a vu étudier, apprendre, réfléchir. Donc, il n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il n'est pas venu avec des milliards. Il a fait une campagne de « Élisez-moi comme le grand rabbin de Tibériade », etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par l'épreuve du temps qui s'appelle, on voit que c'est quelqu'un qui a étudié et qui dit, etc. 2, 3, et ça c'est le top, la majorité des rabbanim étaient plus durs avec eux qu'avec les autres. Ce qu'ils permettaient de faire aux autres,
ils se l'interdisaient longtemps avant. Ils jeûnaient tout le temps. Ils étudiaient 24 sur 24. Et ceux qui étudiaient tout le temps, ils vous disaient, regarde, si tu n'as pas le temps, tu étudies le matin et le soir. Donc en fin de compte, ce monsieur-là, il veut quoi? Il veut mon mal ou mon bien? S'il voulait, il me considérait à un tel niveau comme lui, il m'aurait dit, non, si tu n'étudies pas toute la journée, tu vas mourir. Parce que lui, il le fait. Ils étaient beaucoup plus cool avec les autres qu'avec eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'ils s'exigeaient à eux-mêmes, c'était 200, et ce qu'ils demandaient au Ham Israël, c'était très peu. Pas comme on peut avoir dans des gouvernements où ils exigent beaucoup et eux, ils font beaucoup moins que ce qu'ils exigent. Donc là, vous avez un problème de confiance. Mais quand vous savez que le Rav en question, ou bien le Rabbi en question, il lâche pas 24 heures sur 24, il s'occupe du Ham Israël. Il s'occupe du Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il te dit à toi quand tu viens? Il te donne $1, il te dit bracha, tzlacha, vas-y, profite de la vie, fais des choses, fais des bonnes choses. Donc en fin de compte, tu dis bon, il n'y a pas de crise de confiance majeure avec le Rabbi. Pourquoi? Il fait 1000 fois plus de ce qu'il nous exige à nous. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on pourrait éventuellement faire des recommandations aveugles. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas aveuglé. Parce que c'est quelqu'un laquelle la réalité montre qu'il est pour le bien du Ham Israël. De la même manière, est-ce que je dois faire confiance aveuglément à un avion? Alors, vous connaissez la blague. Pourquoi, lorsque j'ai un problème de santé, je veux voir le meilleur médecin, mais je ne demande jamais, je veux monter avec le meilleur pilote. C'est vrai. Pourquoi on dit le meilleur médecin et pas le meilleur pilote? Je veux le ponte. Hein? Oui, mais le médecin, avant de le connaître, vous ne le connaissez pas. Parce que c'est par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que Non, mais non. Non, vous croyez que vous subissez, mais il y a une logique derrière. Et dans une logique instinctive, il y a une logique derrière. Parce que le pilote, s'il se trompe, il meurt avec moi. C'est vrai. Non? Le médecin, s'il se trompe, C'est vrai. c'est mon problème, c'est pas le sien. Vous avez déjà vu un médecin perdre un procès? C'est pas un médecin, mais bon. Ça n'existe pas un médecin qui perd un procès. Ça n'existe pas un hôpital qui perd un procès. Ça n'existe même pas une personne en France qui va voir les médecins et les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va perdre. Il sait qu'il va perdre. Donc pourquoi vous ne demandez pas le meilleur pilote? Moi, je montre qu'avec le meilleur pilote de la ligne. Il pourrait mettre, vous savez, comme dans Google, 5 étoiles sur les pilotes. Voilà, 5 étoiles, etc., etc. Non, je veux le... Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'a pas le choix que d'être le meilleur. En tout cas, le truc. Pourquoi? Parce que lui, là où il m'amène, il est dans la galère avec moi. Alors que le médecin, il n'est pas dans la galère avec moi. Donc, je demande le meilleur. Mais avec le pilote, je n'ai pas besoin de demander le meilleur. Il va déjà se protéger à lui et en même temps, il va me protéger à moi. Mais le médecin, il n'a pas besoin de se protéger à lui parce que le seul qui va subir les recommandations, c'est moi. Donc, c'est une logique. Ok? Donc, lorsque maintenant on a des tzadikim, que eux, les recommandations, ils les font pire pour eux que pour nous, donc il n'y a pas de crise de confiance majeure. Il ne peut pas y avoir de crise de confiance avec un avion. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le même qui va me conduire, c'est le même qui va subir ses échecs en même temps que moi, etc. Ok? En tout cas. Ah, maintenant, en tout cas, quoi qu'il arrive, analyser, Bina est égal à analyser, c'est découper, disséquer, trier. Ça ne suffit pas pour analyser, pour Bina, et mettre dans des tiroirs. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la cigarette? Ils ont fait une association ils ont pris un tiroir qui s'appelle... Ils ont pris 2 tiroirs. Tiroir viril. Et à travers des pubs à 100 milliards de milliards, ils ont mis cigarette. Cigarette. Et ils ont, à travers de la pub et de la pub et de la pub et de la pub, ils ont mis les deux ensemble. Cigarette est égal viril. Après, ils ont évolué pour attraper aussi les femmes. Donc, cigarette est égal classe, est égal à la mode, est égal ci, est égal ça, est égal ça. Mais en vérité, c'est absolument faux. Parce que si la cigarette c'était bon, la première fois que tu le fumes, ben, tu devrais être bien. Mais la première fois que tu fais, le corps il te dit, mais tu m'étouffes. Oui ou non? Donc c'est pas bon. Comment ça c'est que tu le fais? Parce que ton cerveau, il t'envoie le message. Non, vas-y, passe ce niveau-là. Passe ce niveau-là parce que je vais être à la mode, je vais être viril, je vais être sûr. Ok? Clair?
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont, écoutez bien, ils ont été mitbonen pour vous. Ils ont été mitbonen pour vous. Ils ont fait l'analyse, le découpage, dissécage, triage, métrage dans des tiroirages. Ok. Ça s'appelle de la manipulation, ça quand même. Alors, ça s'appelle la manipulation. Alors, en réalité, le mot manipulation en lui-même, il me fait pas peur. Pourquoi? Parce que tout le monde manipule tout le monde. Vous manipulez vos enfants. Sauf que vous êtes bienveillante. Oui, voilà. Vous voyez? Le problème, c'est pas la manipulation. Tout le monde manipule tout le monde. Là, je suis en train de vous manipuler. Etc., etc. Tout le monde manipule tout le monde. Une maman manipule ses enfants. Une épouse manipule son mari. Mais tout le monde manipule tout le monde. Oui, mais c'est dans le Parce que c'est bienveillant. C'est-à-dire que quand je manipule, quand un professeur il va donner des sucettes aux enfants pour qu'ils étudient bien, il les manipule. C'est un abus de pouvoir. Mais en fin de compte, le professeur il gagne rien. Le professeur il gagne rien. Le professeur il veut que l'enfant il gagne. Donc ça c'est un professeur bienveillant. Donc manipuler c'est un mot qui fait peur. Il fait peur parce que ceux qui nous manipulent vraiment, ils ont peur qu'on le sache. Mais parce que c'est un mot qui fait peur, donc c'est pour ça qu'on fait. Mais manipuler, c'est pas un mot qui fait peur. Tout le monde manipule tout le monde. Ça n'existe pas quelqu'un qui manipule pas quelqu'un d'autre. C'est sûr. Tout le monde influence tout le monde manipule tout le monde. Quand on vous met des bons trucs comme ça, on vous manipule. Mais au final, c'est bienveillant. Donc tout le monde manipule tout le monde. La question, elle est, est-ce que je manipule pour mon bien ou pour ton bien? C'est ça la seule question. C'est la seule question qui est importante. Et une maman, des parents, quand ils manipulent leurs enfants, ils manipulent pour leur bien. C'est vraiment. Je te donne 5 points si tu te laves les dents. Ça sert à quoi qu'il se lave les dents? C'est pour son bien. Pour son bien. Donc je le manipule pour lui. Donc manipuler en soi, il y a absolument. Le problème de manipuler, c'est bienveillant ou malveillant. C'est pour lui ou pour moi. Le dictateur manipule son peuple pour que lui soit plus riche. Un bon roi manipule son peuple pour que le peuple y gagne, grandisse, fasse du bien. Donc en vérité, tout le monde manipule tout le monde. Le mot manipuler ne me fait absolument pas peur. Tout le monde manipule. La question elle est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est pour son bien ou pour mon bien? Ok, ça c'est la chose. Parce que sinon on arrête de parler, on s'enferme dans une grotte et on manipule personne. Oui, c'est ça. Ok, donc en fin de compte, et lorsque maintenant, et qu'est-ce qu'on est en train de vous expliquer? On est en train de vous expliquer que si toi tu l'as pas fait de toi-même, donc rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit on médite toute la journée. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu? Ben, quelqu'un le fait pour nous. Si quelqu'un le fait pour nous, pourquoi? Alors on a expliqué. Parce qu'en vérité, en hébreu, méditer, il y a une racine qui s'appelle le mot lehit bonen. Ça, c'est méditer. Après, on n'a pas encore expliqué pourquoi il y a marqué lehit bonen. Donc, bonen, ça vient de la bina. Bina, en traduction qu'on utilise, c'est le terme, ça c'est la traduction. Ça va ensemble, c'est la traduction. Et ça, c'est la définition. Ok? Donc, la traduction, c'est analyser. Ça veut dire quoi le mot analyser? Analyser, vous allez faire des analyses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un truc qui s'appelle 5 millilitres de sang. Ils prennent un truc et ils viennent, ils font une liste. Quoi, il y a tout ça dedans, mais comment ça rentre? Ok? Ben, en fin de compte, il n'y a pas de comment ça rentre. Tout ça est dedans, sauf que c'est sous une forme absolument harmonieuse, unie, etc., etc. Et donc, découper, disséquer, trier, ça c'est la traduction de l'analyse. Et tant que si tu as fait ça, mais tu n'as pas fait ça, ça ne marche pas. Et après, mettre dans des tiroirs. Pourquoi on dit les hit bonen? Parce que les hit bonen en hébreu, c'est l'action où moi je mène l'action. C'est ce que j'allais dire, c'est que Les hit achel, ça n'existe pas vraiment les hit achel, mais les hit achel, c'est de se nourrir, on pourrait dire. Les hit rachev, c'est considérer. Je me rappelle. Rachov, c'est penser. Les hit rachev, c'est considérer. C'est-à-dire, je considère, je prends quelque chose et je réfléchis. Ok? Donc, en fin de compte, les hit bonel, les hit, ça veut dire que moi, je fais l'action de. c'est ce que j'allais vous dire, en fait. Même les caractéristiques que vous avez indiquées, elles peuvent être utilisées dans d'autres domaines que la manipulation. Non,
Maintenant, moi aussi, je peux me manipuler mon intelligence. On peut La l'utiliser. manipulation, c'est que quelqu'un d'autre le fait pour moi. Ouais. Mais manipulation, c'est un mot neutre. Voilà. C'est quelqu'un d'autre le fait pour moi. Forcément l'utiliser pour les autres ou à dessein quelque chose, on peut l'utiliser pour soi-même. Par exemple, si on veut étudier, on découpe, on dissèque, on trie. Ah, bien sûr. On casse. Ah, bien sûr. Mais ça, c'est le travail d'un être humain. Quelqu'un qui ne veut pas être manipulé, il est obligé d'aller chercher, d'aller réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie? Quand on étudie, on vient. Là, vous avez reçu des informations par un tierce. Normalement, on doit noter sur un papier. Éventuellement, si on veut avancer dans la compréhension, on regardera encore une fois le cours. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, je réfléchis. Ça tient la route ou ça ne tient pas la route ce qu'il dit? Je réfléchis, je reviens dessus, je reviens, j'analyse chaque mot, ça tient la route, pas tient. Non, ici il y a un bug, Et une fois que j'ai terminé, j'ai disséqué, j'ai vu que tout est, en tout cas à mon niveau, tout est construit, tac, tac, tac. Et à ce moment-là, et si je l'accepte, je le mets dans des tiroirs. Oui, puis après, on se fait aussi sa propre opinion. Oui, C'est ça. ça met dans des tiroirs. C'est ça, met dans des tiroirs. C'est après, à un certain moment, et ça, c'est un travail. Et ça fait partie vraiment du travail très important, c'est mettre dans des tiroirs. Pourquoi? Parce que si moi, je ne le mets pas dans mes tiroirs à moi, il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre dans mes tiroirs. Ok? Pour la cigarette, il y a quelqu'un qui me l'a mis dans mon tiroir du bonheur. Dans mon tiroir qui s'appelle le bonheur, il y a quelqu'un qui a incrusté un truc qui s'appelle l'odeur nauséabonde et nocive de... Excusez-moi. Parce que c'est vous qui l'avez regardé, moi je n'avais pas pensé à... Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Après, il y a l'addiction, après, c'est foutu. Je sais, mais j'ai pas la volonté. C'est un kiff, hein. Oui, c'est un kiff. C'est un kiff, hein, comme c'est d'être dehors et... C'est de Right. Alors, et... tout en poussant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelqu'un qui m'a mis dans... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui... J'ai un tiroir, et tout le monde a un tiroir de bonheur. Et il y a quelqu'un qui m'a incrusté par des procédés techniques extraordinaires, et à coup de milliards, il y a quelqu'un qui m'a rentré dans ma case de bonheur, cigarette. Après, il me rajoute fumée. Après, il me rajoute ci. Après, il me rajoute augmentation de la taxe. Après, il me... Et tout, j'accepte. Il y a aussi un autre, il y a un chocolat. Ouais. Alors, sauf que le chocolat, même hormonalement, je crois, il y a des techniques de chocolat. Donc là, c'est encore plus grave. Mais bon, c'est moins nocif que la cigarette de chocolat, je pense. Hein? Non, c'est moins nocif. Après, c'est moins nocif. Mais en tout cas, absolument tout. De la même manière, l'alcool, toutes les choses qui sont nocives. L'alcool, dormir, sédentaire, la voiture. Un exemple. Si vous analysez réellement votre besoin de la voiture, alors en vérité pour les mamans c'est compliqué parce que les mamans ils ont toujours plein de choses à faire. Donc c'est très compliqué sans la voiture. Mais pour quelqu'un qui n'a pas autant de choses à faire qu'une maman, vous analysez le principe même de la voiture, c'est absolument, ça veut rien dire de prendre la voiture. Un exemple sur Charenton, ça veut rien dire de prendre la voiture. Pourquoi? Le temps que tu prennes la voiture, le temps que tu la gares, le temps de truc, tu as dépensé plus de temps, et pourtant on la prend. Pourquoi? Parce que c'est devenu un signe de liberté. Alors que ce n'est pas spécialement un signe de liberté. Bon, peu importe. Et sur ça, il y a des milliards de choses. Yes? Yes? Claire? Et donc, la réponse. Donc, alors maintenant, la réponse, elle est combien de fois on médite par jour? Combien de fois on médite par jour? Réponse, toute la journée sans. On va pas enlever la musique, les trucs, mettez en vibreur. Alors, combien de fois on fait par jour? 100% du temps. Tout ce que toi, tu n'es pas parti chercher de par toi-même,
En fait, non, c'est tout le temps. Et c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Yes? Yes? Et encore une fois, on termine parce qu'on va passer à l'autre sujet. Et c'est pour cela que de tout temps, et c'est là où vous voyez que la Torah, combien elle est magnifique. Combien elle est magnifique. Les demoiselles là-bas. Et c'est de là où vous voyez à combien la Torah elle est extraordinaire, elle est magnifique, elle a toutes les qualités de la terre. Qu'est-ce qui a marqué juste après le don de la Torah? Il y a marqué Ve'ele hamishpatim asher tasim lifneihem. Voici les lois que tu vas mettre devant eux. Qu'est-ce que Rashi nous dit dans lifneihem? Il nous donne deux explications. Il nous dit, écoutez bien, Rashi nous dit un truc de fou. Un ordre explicite de Hachem à Moshe Rabbeinu qui s'appelle, tu dois donner à l'élève la halakha, l'explication, la logique, le chose, tout tu dois donner. Et pas juste tu lui jettes, écoutez bien si vous voulez, je vous sers le Rashi, et pas tu lui jettes l'info et c'est à lui de se débrouiller. C'est-à-dire que dans la Torah, elle est partie à contre-pied total de absolument toutes les autres religions de la terre. Toutes les autres religions de la terre ont construit leur pouvoir sur l'obscurantisme. La Torah, elle a construit son pouvoir sur la connaissance. Là, c'est le mishmash, c'est ça. Clair ou pas? Important qu'on a étudié aujourd'hui? Ah oui. Intéressant. Très important. Et ça, vous montez, vous descendez. C'est comme si vous deviez respirer. Si vous ne pouvez pas vous dédouaner de la méditation. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Parce que, est-ce qu'un animal il médite? Non. Pourquoi un animal il ne médite pas? Parce que, il ne reçoit pas d'informations de l'extérieur. Le max de l'information de l'extérieur qu'il reçoit, il se divise en deux choses. Bon pour moi, mauvais pour moi. Pour lui, mauvais pour moi, c'est j'ai peur de mourir. Bon pour moi, c'est de la nourriture, je ne vais pas mourir. Ça se résume en 2 points chez l'animal. C'est pour ça que des fois, vous avez une vidéo sur YouTube extraordinaire où un monsieur, il fait peur à un lion avec un papier de toilette. Makara, eh ben c'est simple. Le lion, il a été formaté pour que lorsqu'il s'approche d'un animal, l'animal, il part en courant. Donc dans sa tête, il connaît que, il court, je cours après lui, je l'attaque. Mais papier toilette, j'ai jamais vu de ma vie. J'ai peur. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai peur. Comme les animaux, ils savent que pour eux, ils n'ont pas d'hôpital qui vont prendre soin d'eux, ils savent qu'une mauvaise erreur de calcul, ça leur coûte la vie. Ça leur coûte la vie. Donc pour eux, leur vie, elle se résume à 2 choses. Ça me tue ou ça ne me tue pas. C'est la seule chose. Donc il n'a pas de capacité de méditer, de réfléchir, parce qu'il ne reçoit pas d'informations de l'extérieur. Ils avaient fait des expériences avec les chimpanzés, est-ce qu'ils peuvent fumer et tout ça? Bah oui, s'ils sont en compagnie des êtres humains, eh ben ils vont fumer. Tu peux les faire fumer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils vont recevoir des informations de l'extérieur. Mais dans la vie de tous les jours, même pas dans les rêves, un chimpanzé va le faire. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand tu vises des informations de l'autre que tu peux être manipulé. Mais si tu ne subis pas des informations de l'autre, tu ne peux pas être manipulé. Clair? Clair? C'est comme respirer. Est-ce que maintenant tu crois que parce que tu es allongé dans ton lit, eh ben en fin de compte ton sang il coule pas dans tes veines, il coule. Tu penses que tu respires pas, tu respires. Tu penses que tu médites pas, tu médites. Tu peux pas y échapper. C'est ça la différence entre toi et un animal. Clair? Très bien. Ah maintenant j'ai une question à vous poser. Maintenant qu'on a bien travaillé ça. Hein. Vous voyez, par exemple, je leur ai demandé de se taire. Ils sont très gentils. Mais c'est un enfant. Un enfant, il se déplace, il fait du bruit. Que Dieu les bénisse. Par contre, la prof, j'ai la... Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, maintenant,
Question très intéressante. La semaine dernière, on a parlé de la crainte de Dieu. Combien de fois vous y méditez? Non. Vous subissez la crainte de Dieu toute la journée. Vous savez que j'ai toujours raison, madame. Ça, c'est par expérience. Vous subissez la crainte de Dieu. Surtout, rappelez-vous, le premier point qu'on a dit la semaine dernière, on associe la crainte de Dieu au bâton. On associe la crainte de Dieu au bâton. Par définition, cela veut dire que toute la journée, imaginons maintenant, vous considérez que vous méditez la crainte de Dieu, et bien la méditation que vous allez éventuellement faire, elle est juste, si je fais ça, je vais prendre un coup ou pas? Non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Mes enfants, ils vont être en bonne santé? Ah, peut-être. Je fais pas. J'aime plus mes enfants que... Et donc, en fin de compte, on va subir. Pourquoi on va subir? Parce que on ne médite pas sur la crainte de Dieu. Alors, le Tanya qu'on va étudier là dans quelques instants, il est encore un peu plus sympathique que ça. Il va dire, mais ça on va pas l'étudier maintenant tout de suite, il va dire plus tard qu'en plus, instinctivement, un juif, il craint Dieu. Et il aime Dieu, il craint Dieu. Instinctivement. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, un juif, il ne peut pas aller plus loin que ses instincts. Mes instincts sont que j'aime Hachem. Donc même ça, oui et non. Parce qu'on a une neshama, donc automatiquement, j'aime ma source. Comme un enfant, il aime sa source, qui est sa mère. Donc, de la même manière, un Ben Israël, il aime sa source, qui est Hachem. Il est attaché avec sa source, un instant. Mais là aussi, je subis. Parce qu'un enfant, quand il est petit, il aime sa mère. Pourquoi? Parce qu'il subit la bienveillance de sa mère. Il n'a pas compris, en vérité. Le matin, quand il se réveille, il reçoit le petit déjeuner, il est sur la table. Lui, il associe le petit déjeuner, c'est bon. Mais il ne sait pas combien de temps ça fait. Ça prend, ça truc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne comprend pas. Donc, il subit, lui arrive directement à la recommandation qui s'appelle maman, petit-déj. Petit-déj, c'est bon, maman, c'est bon, j'associe les deux, c'est terminé. OK? Quand il va grandir, à ce moment-là, peut-être il va méditer. Alors, quand il va lui-même devenir papa ou maman, alors là, flashback total. Flashback total, il va dire, ah ouais, donc, ma mère, mon père, c'est les meilleurs parents de la terre en vérité. OK? Etc., etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est là où il va commencer à réfléchir. Peut-être. Parce que toute sa vie, il aura subi, bien sûr, encore une fois, subir, manipuler, parce qu'il y a la bienveillance. Mais quoi qu'il arrive, il va subir, il va manipuler. Et bien, de la même manière avec nous, et le servir, et craindre Hachem ou aimer Hachem. Nous, on le fait quasiment instinctivement. Parce qu'en vérité, on l'a hérité de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a hérité l'amour et la crainte d'Hachem. Donc on a de la chance sur ce coup-là. Mais en vérité, on aurait une éventuelle obligation de être mitbonen. Dernière question. Ok, et alors? Et si maintenant j'ai envie de subir l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem? C'est bien ou c'est pas bien? Alors maintenant, on va découvrir un dernier point. Il a été trop riche le cours, peut-être la semaine prochaine on reviendra sur un ou deux points. Donc, en vérité, on va... Et bien en vérité, tout ce que je médite a plus de puissance que tout ce que je fais de manière instinctive. Un être humain, sa puissance, elle est dans son cerveau. Plus j'ai moi disséqué, travaillé, réfléchi, mis dans mes tiroirs, travaillé tout ça, plus j'ai de puissance. De la même manière, alors quand vous parlez aux hommes, demandez-leur le taux d'excitation qu'ils ont la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde.
quand j'ai entendu la première fois que dans les sociétés arrêtent de travailler pour le premier coup d'envoi, C'est chacun ses priorités. Oui. Bah oui. je dis, mais ils sont fous. Ça dépend où on met la barre. Mais ils sont fous. Mais ils sont fous. C'est-à-dire que encore le gars il gratte Zarama, j'ai mal à la tête, je suis rentré chez moi, j'ai un arrêt maladie, etc. Mais en fin de compte, et ils sont tous dedans. Et le PDG, le truc, ils sont tous à fond dedans. Makara. Pourquoi ils sont excités? Et en plus, ils sont excités, ils mettent des trucs comme ça, là, quand c'est la France qui joue, etc. Makara. Si maintenant, pendant 6 mois avant la Coupe du Monde, ils avaient éteint la télé, ils savent pas que ça se passe. Ah ben il n'y a pas d'influence. Non, mais ils comprennent pas. Ils sont fous. Mais ils sont fous. Mais ils sont fous. Je me rappelle, quand j'étais à la Yeshiva, j'étais à la Yeshiva en 98 en Amérique. Et il y avait la Coupe du Monde. Grâce à Dieu, j'ai jamais eu de Yetzera de foot, de Coupe du Monde. Moi, je rigolais. Et je savais pas, mais il y avait les Brésiliens, ils étaient en finale. Il y avait des Yeshiva, chose. Alors, dans les Français, il y en avait. Bon, moi, ça m'a jamais intéressé, personnellement. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Je charrie les Brésiliens. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait les Français qui étaient en train de bien travailler. Et moi, je charrie les Brésiliens. Et vous allez voir, on va faire qu'une bouchée de vous. Mais qu'une bouchée. Vous allez perdre. Et les Brésiliens, pendant toute la Coupe du Monde, rien qui nous disent, mais c'est nous, on va gagner. Vous voyez pas des barres. Alors là, j'étais rigolé. Regardez, ça m'a touché jusqu'à maintenant. Le lendemain qu'ils ont perdu, ils sont pas venus à la Yeshiva. Moi, j'ai dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. C'est quel rapport un Bachour Yeshiva avec le foot? Ça te... Ok, ouais, j'ai découvert après. Mais j'ai découvert après. Donc pour eux, c'était la honte. C'était la honte. Ils ont perdu contre les Français, peu importe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, comment ça se fait que tu as une excitation la veille de la Coupe du Monde? Parce que ils t'ont rempli la tête. Comme ils t'ont rempli la tête, et un être humain, il travaille par la tête. Comme ils te remplissent la tête, tu as plus de pression, tu as plus de puissance à cet instant-là. De la même manière, si je dois choisir entre crainte de Dieu subie, crainte de Dieu naturelle et méditer, chacun il a un plus et chacun il a un moins. La crainte de Dieu naturelle, j'ai pas besoin d'y travailler, même quand je dors, elle existe. Mais peu de puissance. La crainte de Dieu, par entre guillemets la méditation, elle a plus de puissance. Ok? Je vais vous ramener les feuilles et on va faire au moins les quelques lignes parce qu'elles sont très 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 intéressantes. C'est une c'est les feuilles. Ah, bien sûr. Razak. Vous imaginez ces choses qui font partie absolument de la vie? Ben, on n'en entend pas parler tout le temps. Elles font absolument partie de la vie. C'est-à-dire que ça et la vie, c'est la même chose. Mais moi, alors, j'aimerais bien poser une question sur la notion de crainte de Dieu. Je ne comprends pas très C'est bien. partie des choses qu'on va pas. Je ne comprends pas. J'étais pas là la semaine dernière. Non, j'étais pas On là. a fait tout le cours la semaine dernière que sur ça. Dommage. On l'a enregistré, Dieu est amour. je vous enverrai le lien. Crainte. On a fait tout le cours de c'était ça la semaine dernière. De la part de David, je veux parler. Ah ouais. Que Dieu vous Madame bénisse. Abeka, si elle va vous donner tout. Ok? Ouais. Alors, on y va. La semaine dernière, on avait fait, donc dans la page Nunvav, vous avez 110 à gauche. 110 à gauche. La semaine dernière, on avait fait les 6 premières lignes. Ok? Perek Mem Aleph, les 6 premières lignes. Prenez à partir du chapitre Mem Aleph, prenez la 6e ligne. 3 et 3, 6, 7. Allez, bonne journée, mesdames. Et bon courage. Moi, je vais aller au marché. Ah! Achetez-nous des carottes. Shalom, 3 déjà.
Et des navets pour le couscous. Alors, on y va. Alors, elle est extraordinaire ou pas? Je crois 250. Alors, on y va. Chété et je commence à la 6e ligne. Donc, on parle de la crainte de Dieu. Chez... Je vais faire un photocopie aussi en phonétique. Comme ça. Je l'ai le Tania en phonétique à la maison. En phonétique. On traduit, pas en phonétique. En traduction. Il n'est pas en phonétique aussi? Tania qu'on avait appris. Je crois que je l'ai en phonétique. Phonétique et en français. Mais bon. C'est-à-dire, au lieu que vous appreniez à Ah lire, ouais. C'est ça. Prochain exemple. Mais c'est horrible, j'y arrive pas. Je crois que c'est mon ticoun, ça. non, le tikkun, c'est quand on l'arrange. Le tikkun, ça veut dire quoi tikkun? Arrangement. Oui. Le tikkun devient mon tikkun quand j'ai réussi, Oui, mais là, pas quand je subis. non, je le subis là pour l'instant. Alors on y va. Ça ne veut pas rentrer, ça n'a rien à faire. Non, parce qu'après, je devine les mots. Et ça m'énerve, je n'apprends pas. Je les devine. Une des erreurs que les gens font avec l'apprentissage de la lecture, c'est qu'ils veulent comprendre la lecture. La lecture, c'est des images. Pour les images, il n'y a qu'un seul endroit dans le cerveau qui s'appelle image, c'est en haut à gauche. En haut à gauche. Quand vous regardez quelque chose, vous devez faire la méditation sur la partie image de votre cerveau, qui s'appelle la chose. Donc vous regardez un élève et vous mettez Aleph comme ça, là-haut. Après vous faites Aleph et Patar, ça fait A. Vous devez regarder comme ça, jusqu'à que Aleph et Patar, ça devient une seule chose, A. Et ainsi de suite. Ça prend du temps, mais si vous faites ça chaque jour, une lettre, ça vous fait 22 jours. En 22 jours, vous savez lire. Après, il y a du travail aussi, il y a beaucoup de révision. C'est ça le truc. L'orthographe. Tous ceux qui font des erreurs dans l'orthographe, c'est parce qu'ils croient que l'orthographe, c'est de la réflexion. Il y a une partie de réflexion. Mais l'orthographe de base, c'est pas de la réflexion, c'est des images. C'est des images. Non, c'est des images. Les mots dans, il n'y a rien à réfléchir. C'est des ANS. Point à la ligne. Point à la ligne. Et tous ceux qui ne sont pas visuels ont un problème d'orthographe. Tous les dyslexiques, Oui, c'est un problème de... c'est ceux. Maintenant, vous voulez remarquer quelqu'un qui vit avec des images, ou qui vit avec de la logique. S'il parle vite, c'est que son esprit fonctionne en mode image. S'il parle lentement, c'est que son esprit fonctionne en mode réflexion, pas en mode image. Systématiquement. Ouais, c'est comme ça la règle. C'est comme ça la règle. Tous les gens qui parlent vite, c'est que leur esprit fonctionne en mode image. En mode image. Et vous allez peut-être vérifier, quand la personne qui parle vite, il va vous parler vite, il va tout le temps vous dire des mots-clés qui sont liés avec l'image. Tu regardes, tu vois, tu as vu, je te donne un exemple. Imagine-toi que toi, tu as une chaise là, etc. Que des images de choses. Alors, si en plus, ils ont une autre particularité qu'ils aiment le toucher, alors eux, par contre, c'est image fois que le matériel. C'est tout. C'est des techniques. Il faut connaître les techniques. Une fois que vous connaissez les techniques, vous savez quoi faire. Non. La partie problème dans l'orthographe, c'est la partie réflexion. Tous les mots tels qu'ils sont, je ne me trompe pas, c'est dans la partie réflexion parce qu'il faut les réviser les choses. Il faut un relecteur, c'est pas possible. Parce qu'il y a aussi une histoire. Et c'est pour ça que sûrement, si vous êtes bon en orthographe, et en plus souvent vous parlez vite, c'est parce que vous avez ce truc. Et donc vous, quand vous arrivez à étudier, vous considérez l'étude de Aleph Bet comme une réflexion. Comme une image. Vous prenez cette idée-là, vous la jetez à la poubelle. L'étude de la lecture, c'est pas de la réflexion, c'est de l'image. Point à la ligne. C'est pas la lecture, c'est l'étude. La lecture. Tout ce qui est orthographe, c'est lié avec l'image. Allez, on y va. Une fois, quelqu'un qui était un maître dans ce domaine-là, il arrivait avec un jeune homme,
il est dyslexique, il est truc, il a toujours... tous les orthophonistes, ils ont tous échoué. Échoué. C'est bon, ok. Alors d'abord, il est venu, il a déglingué. L'autre dit, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Je veux dire, déjà, si tu dis encore une fois le mot je suis nul, tu te dégages de là. Il a mis un électrochoc pour que le gars il arrête de dire ce mot-là. Donc déjà, pour que son esprit s'ouvre. Et après, il lui a donné les techniques. Il est venu, il fait, tiens, tu peux te lever les yeux comme ça, tu lèves les yeux à gauche, tac. Il regarde, hop, hop. Il lui a fait une dictée, il avait 100%. Sauf que, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne connaît pas les techniques, parce qu'à l'école, on ne s'adapte pas. On s'adapte qu'à une sorte de mémorisation. Donc, les enfants qui n'ont pas de facilité dans le cadre de l'école vont avoir un échec à l'école. Et très souvent, ces gars-là qui vont avoir un échec à l'école, dans la vie de tous les jours, ils vont être les number one. Mais comment ça se fait? À l'école, j'étais number one et dehors dans la rue, je suis nul. Ben, c'est simple. Tu as été bien parce que tu es rentré, ton cerveau il était adapté à la case école. Mais dans la vie réelle, qui a dit que la case école était la meilleure? Donc en fin de compte, et l'école, ça veut rien dire. En fin de compte, tout veut rien dire. La question, elle est comment tu exploites ton caractère. En fin de compte, tout ce qui est le plus important, c'est le caractère. Ça fait partie du travail à faire sur son caractère. Est-ce que ce que tu parles, tu as réfléchi, tu as analysé? Si on apprend à nos enfants constamment de faire ces réflexes-là, tu as analysé, tu as réfléchi, tu as construit ton idée, tu as pensé, dans quelle classe tu l'as mis, et pourquoi ça met dans cette case-là et pas dans cette case-là, etc., etc. C'est ça où on travaille son caractère. Mais en fin de compte, bon, voilà, ça on fera un autre sur. Allez, on termine les quelques dernières lignes. Alors, Beit Galout, donc c'est la 6e ligne. Beit Galout Libo. Donc la Yirat Shamayim, elle doit être Beit Galout Libo. Alors, ça veut dire quoi Beit Galout Libo? It Galout, ça vient du langage, la révélé. Galoui. Galoui viyadoua lifnei chizek avodecha. C'est connu. Galoui, pas Galout, Galoui. Les galotes, on révèle. Donc il faut que ça soit révélé. Parce que la crainte de Dieu qu'on a, instinctivement, elle n'est pas révélée. Elle est enfuie, c'est des instincts, c'est des cadres. Mais elles ne sont pas révélées. Ok? Un enfant qui rend fou sa mère, ça veut dire qu'il n'aime pas? Peut-être qu'il aime trop. Non. Il aime sa mère. Sauf qu'à cet instant-là, l'amour est enfui. Qu'est-ce qui est révélé? Ce sont ses envies à lui passagères. Donc elles ne sont pas en avant dans son esprit, elles sont en subconscient, en musique de fond, ouais. Ok? Là, il nous dit pour avoir Beit Galout Libo, la Yirat Shamayim, elle doit être Beit Galout Libo. Omocho. Alors il dit ou rêver en mode révélé, en mode excitation dans ton cœur, ou bien en mode excitation dans ton cerveau. On va y voir la différence qu'il y a entre les deux bien plus tard. Al-Kol Panim. Dehaïnou. Comment j'arrive à cela? Comment? Les hitbonen bemachavato. En méditant dans ma pensée. Je ne peux pas avoir de quelque chose de révélé quand, en cette période-là, des fois on voit les gens, ils ont peur de ça, ils ont peur de ça. Je leur ai dit, c'est une pandémie médiatique. Tout d'un coup, vous allez éteindre la télé et la radio, vous n'allez rien faire. Tout d'un coup, vous allez redevenir normal, vous n'allez plus arrêter. Makara, pandémie médiatique. Ok? Pourquoi? Parce que vous écoutez, à la fin. Pourquoi? Parce que à cause qu'ils ont médité pour vous, donc ils manipulent votre esprit pour que vous ayez Beit Galout à l'èvre, de manière révélée, vous ayez des réflexes. On a aussi un devoir d'avoir besoin d'informations, quel que soit le sujet, que ce soit. On est obligé aussi de s'informer, sinon. Alors, c'était vraiment une parenthèse, si vous voulez en parler, mais on va terminer. C'est une parenthèse pour dire, mais quoi qu'il arrive, l'information, c'est, vous devez analyser. Est-ce que c'est une recommandation? Donc, c'est quelqu'un qui a fait l'information pour vous? Vous l'avez analysé. Si maintenant, c'est quelque chose de pas important, je vous donne un exemple. Demain, je vais dire, vous savez, il y a 10% des gens qui ne regardent pas leurs messages SMS.
Ok, c'est mignon. C'est bien pour quand tu es en soirée, pour raconter ta vie. Il n'y a pas d'incidence. Donc, si je ne la vérifie pas l'information, ben, c'est pas grave. Et surtout que elle sert à rien, cette info. Par contre, si je dois me donner, moi, en tant que mon rôle, je dois donner une information, une recommandation, mon devoir en tant que responsable, c'est d'aller, en tout cas quand je donne mon avis, que ce soit mon avis, pas la recommandation de l'autre. Vous savez qu'il y a une halakha extrêmement grave qui est que si un dayan, dans un jugement, il donne son avis, écoutez bien, basé sur la recommandation de l'autre dayan, il transgresse une avéra très grave. Ah oui, c'est très grave. Ben, c'est simple. Vous avez dans les beddines d'aujourd'hui, on va dire c'est mignon, ils sont 3 dayanim. Mais dans les beddines où il y avait 23 juges, vous aviez des petits juges et vous aviez des pontes. Le petit juge, et la halakha, elle donne, quand elle va demander, quand le Av Beddin, quand Dieu vous bénisse, quand le Av Beddin, le chef de l'assemblée, il va demander à chacun de donner son avis. Écoutez la halakha, comment elle est très dure sur ça. On commence par les petits et à la fin, c'est les grands qui donnent leur avis. Pourquoi? Ben oui, pourquoi? Parce que si tu commences par le grand, le petit, bravo, il va être influencé. Donc si tu commences par le grand, le petit, comment tu veux? Et après, il n'y a plus de place pour Parce qu'il a le pouvoir de la connaissance. Et Oui, voilà. oui, non, parce que non, la halakha, elle est très intelligente sur ce point-là. Pourquoi elle a demandé on commence par le petit? Parce que moi, je veux 23 avis. Je veux pas la duplication d'un avis. Ok? Donc en fin de compte, donc un dayan, un rave.